Donc bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du lambda et savoir si la nature de l'énergie noire est une constante cosmologique ou une quintessence. Donc les grandes lignes de l'exposé d'aujourd'hui, donc d'abord une reformulation du problème. Est-ce qu'on va pouvoir introduire un champ scalaire? On va décrire ce que c'est, un cosmon, une quintessence, avec une équation d'état. On appelle l'équation d'état, donc la relation qui lie la pression P à la densité ρ, et comme on l'a déjà vu dans les exposés passés, on appelle cette constante petit w, qui doit être négative et inférieure à moins un tiers. On va le voir pourquoi. Et on va voir un grand nombre de modèles. On sait que les cosmologistes ont beaucoup d'imagination, donc on en montrera quelques-uns. Ce sont tous des hypothèses, aucune n'est vérifiée pour l'instant. Et on va essayer aussi de savoir si parmi toute cette fantasmagorie de modèles, on peut avoir quelque chose de générique, des types de modèles, et si on pourrait avoir des contraintes observationnelles et déterminer, discriminer entre tous ces modèles. Donc déjà, l'énergie du vide. Pourquoi a-t-elle une pression négative? Cette petite animation avec un piston arrive à faire bien comprendre en fait ce que c'est. L'énergie du vide, comme vous le savez, c'est lorsqu'on n'a rien du tout, aucune excitation des champs quantiques, mais on sait que le point zéro de toutes ces excitations n'est pas nul. Il y a une petite énergie sous-jacente qui se manifeste par des créations et annihilations de particules virtuelles qui existent pendant très très peu de temps, mais qui sont compatibles avec la mécanique quantique. Donc cette énergie-là, en fait, ne dépend d'aucun nombre, c'est une constante. Donc si vous tirez ce piston, on voit bien que vous avez de plus en plus d'énergie, cette énergie est proportionnelle au volume. Donc il faut évidemment avoir une force positive pour avoir plus d'énergie. Donc on voit bien que c'est contraire à ce qu'on connaît de tous les gaz. Si vous aviez un gaz parfait à l'intérieur de ce volume-là, et évidemment à l'extérieur vous avez un vide complètement parfait, vous savez qu'un gaz a une certaine pression et pousse le piston. Donc ce serait plutôt le contraire, vous gagnerez une énergie. Donc on voit bien pourquoi on a quelque chose qui est négatif et donc une pression négative qui sera égale à par exemple moins ρc2. Et si on regarde un petit peu les équations de Friedmann, qu'on a déjà décrites dans les précédents épisodes, on sait que l'accélération de l'expansion, alors petit a c'est le rayon caractéristique de l'univers, par convention a égale 1 aujourd'hui, ensuite a est beaucoup plus petit autrefois, et a seconde c'est l'accélération, c'est la dérivée seconde. Et normalement, jusqu'à 1998, où on pensait qu'il n'y avait que de la matière aujourd'hui, P serait nul pour de la matière, et on avait un terme ρ, une densité positive, donc toujours une décélération, comme vous le voyez. Et lorsqu'en 1998, on a détecté par les supernovae que l'expansion de l'univers était accélérée, il a fallu bien se contraindre au fait que ce terme-là finalement est positif, est négatif, pardon, le tout est positif, et donc P est fortement négatif, mais surtout P sur ρ doit être inférieur à moins un tiers, de manière à ce que tout ce terme-là soit négatif, d'où la condition que W soit inférieur à moins un tiers. Donc c'est ce problème-là que l'on voudrait régler. Alors évidemment, cette énergie du vide, on a bien envie de dire, bon, ben c'est ça, c'est l'énergie du vide qui provoquerait cette accélération de l'expansion, et on se heurte tout de suite à un problème d'ordre de grandeur, comme vous le savez. Si on essaie de sommer tous les degrés de liberté, toutes les énergies possibles dans tous les champs quantiques, jusqu'à une certaine énergie, alors là on parle de K qui est 1 sur lambda, l'impulsion si vous voulez, et on ne sait pas exactement jusqu'où on va sommer ces grandeurs, mais une sommation naturelle serait de s'arrêter à la masse de Planck, à l'échelle de Planck, à l'échelle où la masse de Planck c'est au carré h bar c sur g, donc c'est quelque chose qui, lorsque on arrive à cette échelle-là, même la gravité devient quantique, on aurait des fluctuations de la métrique, une fluctuation de l'espace. Si une masse était concentrée dans ce petit espace, on aurait un trou noir pratiquement. Donc on sait qu'on a une limite à cette échelle de Planck, donc ce serait une échelle naturelle pour arrêter, et à ce moment-là on trouverait une intégration, l'intégration donnerait une énergie énorme. On pourrait s'arrêter beaucoup moins loin, jusqu'à l'interaction électrofaible, mais ce serait encore énorme, vu que l'ordre de grandeur de ce qu'on mesure aujourd'hui comme énergie noire, c'est bien moins. Donc c'est là que vient le facteur 10 puissance 100, 120, ou alors 10 puissance 60 si on se restreint. Mais de toute façon, ces ordres de grandeur sont énormes, et veut dire que ça ne peut pas être cette énergie-là, ou alors on s'est complètement trompé, enfin ce qui est possible, puisqu'on n'a toujours pas de théorie de gravité quantique,
mais d'où l'idée de dire bon, cet ajustement fin de constante cosmologique n'est pas très satisfaisant, et surtout qu'on a aussi une coïncidence temporelle. Comme on le voit sur ce diagramme, on a ici la fraction du contenu de l'univers dans les diverses composantes, le rayonnement, la matière, l'énergie. Tout ceci est normalisé à la densité critique de l'univers, donc c'est les oméga qui, en sommant tout égal à 1, puisque l'univers est plat, la platitude nous garantit que le tout fait 1. Donc au départ, alors ici on a une échelle qui est quantifiée par la taille de l'univers, l'expansion A. Donc lorsque aujourd'hui on a égal 1, on a bien sûr 0 ici. Et puis au début de l'univers, donc on a un A tout petit, et on sait qu'au départ, le rayonnement domine, juste après le Big Bang. Et ensuite, on a une équivalence matière-rayonnement, environ à Z égale 4000 ou 60 000 ans après le Big Bang, puisque le rayonnement décroît comme la taille moins 4, alors que la matière s'étend au cube. Donc on sait que dans la plupart du temps de l'univers, on est dominé par la matière, et seulement maintenant, et c'est ça la coïncidence temporelle, seulement maintenant, alors quand on dit maintenant, ça veut dire que les 2/3 de l'âge de l'univers seraient dominés par la matière, et puis le dernier tiers, l'énergie se réveille et va ensuite atteindre 1. Donc cette coïncidence est quand même curieuse. Si on la trace en dérivée, c'est encore plus frappant, puisque jusqu'à aujourd'hui, oméga lambda, donc l'énergie noire, serait constante, donc sa dérivée serait nulle, jusqu'à très récemment. Et puis, dans le futur, elle sera égale à 1, donc aussi dérivée nulle. Donc on a seulement aujourd'hui cette dérivée de d oméga sur l'accélération, vraiment très forte aujourd'hui. Alors ces coïncidences, il y a longtemps qu'on essaie de s'en prémunir, c'est-à-dire on savait très bien qu'avant Copernic, la Terre était au centre du système solaire, on était toujours au centre de quelque chose. Par exemple, le système solaire n'est pas au centre de la galaxie, on le sait, est au bord. Notre galaxie n'est pas au centre de l'univers, et on pense que même temporellement, on ne vit pas dans une époque particulière. Il n'y a aucune raison qu'on se trouve maintenant à une coïncidence. Donc c'est cette coïncidence qu'on aimerait lever et éclaircir. Donc il y a 2 grandes pistes pour résoudre ce problème. Alors quand on regarde l'équation d'Einstein qui nous dit que la géométrie de l'univers, la géométrie de l'espace, qui est ici par le tenseur de Riemann, la constante R de Ricci, la courbure, etc. Et puis à droite, vous avez le contenu de l'univers qui justement contrôle la géométrie, le tenseur énergie-impulsion qui contient toute la matière, toute l'énergie. Donc ici, on doit rajouter quelque chose. On se demande si on faut le rajouter à droite ou à gauche. Si c'était à gauche, ce serait une modification de la gravité. On jouerait sur l'espace et sur la loi de gravité. Et puis si c'est à droite, on rajoute un composant, une matière. Donc c'est cette solution qu'on va décrire aujourd'hui avec la quintessence. On va rajouter quelque chose, une énergie noire. Et puis la semaine prochaine, on parlera de toutes les autres théories de gravité modifiée où on modifie justement le Ricci, etc. Alors parfois, on rajoute un champ scalaire, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça se ressemble un peu, mais tout de même, il y a de grandes tendances. Donc on va essayer de parler de cette première solution. Donc diverses possibilités. Comme on voit, on sait qu'on a déjà éliminé la constante cosmologique, qui est le modèle standard en quelque sorte, mais on se demande pourquoi c'est moins 1 et pourquoi maintenant. Donc là, on préfère penser qu'il faut mieux rajouter quelque chose de dynamique. Cette constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire une constante dans le temps. Par exemple, avec le redshift ou avec l'accélération petit a, on préfère rajouter un composant nouveau qui pourrait être dynamique, c'est-à-dire qui varierait en fonction du temps. Donc on pourrait avoir n'importe quel fluide, un champ avec un champ phi, un champ scalaire, du moment que la pression vérifie cette équation d'état, W négatif est inférieur à moins 1 tiers, de manière à avoir l'accélération de l'expansion. Donc le plus simple, un potentiel V de phi, on ne sait pas exactement quelle est la forme de ce V de phi, mais ça pourrait être ce type ici, là, quelque chose qui... Alors la condition, c'est que P soit très fortement négatif, comme on a vu. Donc on a la pression P qui est égale à ce terme d'énergie cinétique. Toutes les dérivées par rapport au temps sont des points. On phi point l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. P, ce serait 1 demi de phi moins V. V est toujours positif ici. Donc il faut que l'énergie cinétique soit très faible pour que la pression soit très négative. Donc ça veut dire que phi doit être lentement variable et on doit parcourir ce potentiel de façon très lente. Et c'est ça la grande condition,
Sinon, on ne pourrait jamais représenter une accélération de l'expansion. Et la densité est la somme énergie cinétique plus potentiel. D'où on a aussi la condition d'équation de conservation qui arrive à cette équation de Klein-Gordon, qui est l'équation de Schrödinger donc en physique quantique relativiste. Donc ici, on voit qu'on a à la dérivée seconde un potentiel V'. Alors le prime, c'est la dérivée par rapport à phi, distinguée par rapport au temps ici. Et on a un terme qui est un petit peu de freinage. Si vous voulez, si V était autour d'un minimum de potentiel, on pourrait dire qu'il s'agit d'une parabole en phi2. Donc on aurait un petit peu un oscillateur harmonique avec un terme de freinage ici. Alors l'équation d'état, on a vu que W c'était P sur ρ. On a vu la définition ici de P et de ρ. Donc il suffit de faire le rapport. On voit que c'est relativement simple. Si on le trace en fonction d'une variable V sur l'énergie cinétique, ici par exemple X, on voit que ça va être 1 moins X sur 1 plus X. Finalement, c'est une hyperbole. On voit que si le terme ici X tend vers moins 1, on a une infinité, donc une des hyperboles sera X égale moins 1. Et si V tend vers l'infini, on voit bien que ça fait moins 1 aussi. Donc la deuxième hyperbole, c'est aussi moins 1 et moins 1 dans les deux coordonnées de l'axe. Alors ce qui nous intéresse dans cette courbe-là, cette hyperbole, c'est les parties négatives. On a vu que W devait être inférieur à moins 1 tiers et jusqu'à moins 1. Donc ce n'est que cette partie-là qui nous intéresse. On peut regarder tout de même ce que l'on aurait pour un fluide si W égale 1 ici. On a un fluide normal, un gaz, un fluide rigide, disons. Pour la matière des baryons, la matière noire sans pression, on serait ici, W égale 0. Et puis, constante cosmologique, moins 1 ici. Est-ce qu'on peut avoir W inférieur à moins 1 ? Oui, c'est cette courbe verte, mais vous voyez qu'il faudrait qu'on ait une énergie cinétique négative, phi point imaginaire, ou donc c'est un peu fantomatique. Donc on ne considérera pas cette solution. Donc uniquement cette partie-là va nous intéresser. Donc comme ce qu'on voudrait, c'est un composant qui varie dans le temps, on peut, et puis il va être très proche de moins 1, on sait par les observations, comme on a déjà vu dans les épisodes précédents, on arrive difficilement avec les barres d'erreur de se dégager de moins 1, donc on va prendre quelque chose qui est W0 voisin de moins 1, avec une petite perturbation, W1, donc soit en Z, soit en A-1. On sait que A, c'est le rayon de l'univers, qui par convention égale 1 aujourd'hui, donc ça A-1 sera aussi un infiniment petit ici si on part à Z assez faible. Donc on a ces deux approximations pour paramétrer l'évolution en fonction du temps. Alors évidemment, les cosmologistes ont beaucoup d'imagination et foncent toujours. Donc c'était ce que disait Landau d'ailleurs des cosmologistes, souvent dans l'erreur mais jamais dans le doute. Et en effet, on fonce toujours. On a vu que beaucoup de théories avaient déjà été éliminées. On peut dire qu'Einstein avait pensé à un univers statique qui a été complètement éliminé très vite par la mesure de H0. On sait aujourd'hui d'ailleurs que H0 qui a été mesuré au début du XXe siècle est maintenant presque 10 fois inférieur. On avait aussi par exemple des cordes cosmiques ou des défauts topologiques qui étaient censés préparer les fluctuations pour être à l'origine des grandes structures, des transitions de phase, enfin je ne cite pas tout ça, monopole, etc. Matière noire chaude, on sait que ça n'existe pas, enfin ça ne peut pas former des structures, on est en train de parler de matière noire froide. Donc pas de problème, on ne manque pas de théorie. Donc si on a un doute, de toute façon, on rajoute un champ scalaire. On va voir que dans cette industrie de quintessence, on a beaucoup de champs scalaires. Alors qu'est-ce que c'est qu'un champ scalaire ? On a l'habitude en physique classique d'en manipuler plusieurs, par exemple. C'est une quantité qui a une certaine valeur en fonction de l'espace. Par exemple, une température, on sait qu'on peut définir la température en tout point. Pour les forces, c'est plutôt un champ vectoriel de force, mais si elle dérive d'un potentiel, par exemple pour la gravité de Newton, on a une force newtonienne qui dérive du potentiel V de R de Newton pour le champ électromagnétique, etc. Donc, pour ces champs-là, en classique, on est habitué. Théorie quantique des champs, c'est un peu plus complexe vu qu'on veut quantifier et on veut avoir des opérateurs. En fait, en chaque point, on aura un opérateur de création de particules qui seront les excitations du champ. Donc, on a des opérateurs de création, d'annihilation de particules. Donc, ici, pour scalaire, ça veut dire que le spin est nul. Donc, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le modèle standard de champ scalaire. Il y en a un.
qui a été confirmé en 2012 par la découverte du boson de Higgs. Ce boson de Higgs, ça correspond à un champ. Il y a aussi une dualité en quelque sorte entre le champ et la particule, qui est l'excitation de ce champ. Donc il y a le boson de Higgs qui a ce spin 0. Les autres bosons du modèle standard, ils n'ont pas un spin 0. Il y a le photon qui a un spin 1. Le graviton, s'il existe, c'est plutôt un tenseur, donc un spin 2. Et puis toutes les particules, les fermions, etc., sont des spins 1,5. Donc on n'a pas beaucoup d'exemples de champs scalaires. Le champ de Higgs en est un. Et on sait qu'il a une très très grande importance car il donne de la masse aux particules. C'est-à-dire que chaque particule qui interagit avec ce champ, si elle a une forte interaction, elle aura une forte masse. En fait, en quelque sorte, l'interaction avec ce champ crée une inertie aux particules, comme un freinage ou une friction, si on peut s'imaginer. Et donc, c'est par exemple le photon qui n'a pas de masse, il n'interagit pas du tout avec ce Higgs, c'est ça la théorie du modèle standard. Et tous les fermions interagissent. Et plus on interagit, plus on a une masse assez élevée. Alors, ce champ de Higgs, il a une masse lui-même, et cette masse est obtenue par cette brisure de symétrie que l'on a coutume de représenter par des petits diagrammes qui font bien comprendre ce qui se passe. En fait, lorsqu'on est à très très forte énergie, on a parfaite symétrie, le champ a un minimum pour la valeur 0 du champ, donc c'est tout à fait ordonné, etc. Il arrive, lorsqu'on se refroidit, c'est un peu la même chose pour les transitions de phase, de ferromagnétique ou de surfusion, etc., de liquide, on a tout d'un coup une brisure et donc une position d'équilibre qui se produit pour une valeur non nulle du champ. Donc ça, on peut l'imaginer à 2 dimensions, hein, c'est une coupe. Et on a une valeur ici qui est très très forte pour le champ de Higgs. On aurait pu se demander, est-ce qu'on ne peut pas se servir de ce champ de Higgs qui au moins existe? Pas du tout, parce que la masse du champ de Higgs est très très forte. Hein. Comme vous savez, 125 GeV, par exemple, c'est-à-dire bien plus que la masse du proton. Et nous, ce qu'on cherche, c'est un champ avec une très 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 faible masse. Alors, les caractéristiques d'un champ scalaire, on peut le faire dériver d'une action. Donc, l'action, on va minimiser cette action, trouver le Lagrangien ici, fonction de l'énergie cinétique et potentielle. Ce qu'il faut voir, c'est que ce champ scalaire ne va pas s'effondrer sous l'effet de sa propre interaction. La propagation de ce champ est à la vitesse de la lumière. Contrairement à la matière, par exemple, les baryons, la matière noire, qui vont former des structures, l'énergie noire, elle va être constante partout. Ça, c'est une vue d'artiste de l'énergie noire, c'est pratiquement constant. Il pourrait y avoir quelques petites fluctuations, ce qui est représenté dans cette image, mais elle ne s'effondre pas du tout. Donc, c'est un champ constant partout, et si on met l'équation dans l'espace de Fourier, avec le champ phi qui va transformer de Fourier, on voit que c'est ce terme-là qui domine. Il y a vraiment une onde acoustique et quelque chose qui n'est pas instable. Alors, est-ce qu'on peut créer des champs scalaires comme on le veut? Est-ce qu'il n'y a pas de contraintes? En fait, si, il y a beaucoup, beaucoup de contraintes. Et il y en a des contraintes qui ont trait à la masse et à l'interaction qu'on peut avoir avec les autres champs. Alors, par exemple, la quintessence, on aurait une particule correspondante qu'on va appeler cosmon, pour ne pas distinguer entre plusieurs modèles. Dans la théorie des champs quantiques, on n'a jamais une particule complètement nue. Elle va interagir avec tous les autres champs et avec, par exemple, les particules virtuelles qui sont dans le vide quantique. Ici, on a représenté un petit schéma, un petit cartoon de cet effet. Donc, cette particule va interagir et va avoir une certaine masse. Et c'est cette masse qui va être contrainte dans les observations. Par exemple, donc ici, on a cette masse qui est faite de toutes les interactions ici, sauf s'il y avait symétrie. Pour les particules stables connues, elles sont en effet assez peu massives quand il y a des symétries. Et on sait que plus la masse correspondante au champ est très forte, plus le champ est parcouru de façon très très rapide. On avait vu qu'il fallait parcourir le champ de façon très très molle, très lente, pour que justement l'énergie cinétique soit très faible et que la pression soit très fortement négative. Donc ce n'est pas du tout ce que nous voulons. Nous voulons une pente douce, quelque chose de très très peu massif. Alors la masse à laquelle on voudrait tendre, c'est une masse très faible qu'on a vue. L'énergie noire que l'on mesure aujourd'hui correspond à peu près à cette énergie, 10-33 eV, ou 10-60 fois la masse de Planck. La masse de Planck, c'est 10-8 kg. Donc vous avez 10-68 kg pour donner une ordre de grandeur avec des quantités concrètes. Et puis, donc, il y a une contrainte sur la masse, il y a une contrainte sur les interactions,
puisque ce champ va interagir avec le champ électromagnétique, par exemple des gamma, et d'autres champs. On espère qu'il ne va peut-être pas interagir beaucoup avec la matière, les baryons, sinon on aurait une cinquième force qu'on va essayer de mesurer. Et dans les laboratoires, on sait qu'on a déjà des contraintes sur cette cinquième force. Par exemple, les expériences qui essaient de mesurer la force de Casimir ont déjà montré qu'il n'y avait pas de cinquième force à 10-5 près ou à une certaine limite près. On a des contraintes. Donc ce qu'on voudrait aussi, c'est ajuster ce champ pour qu'il y ait des interactions assez faibles avec le reste et aussi pour vérifier la variation des constantes que l'on prédit s'il y a cette cinquième force. Alors, la solution serait peut-être d'une symétrie brisée très légèrement. Ici, j'ai représenté un potentiel qui est sinusoïdal un petit peu, donc on a un potentiel qui devient minimum ici. Cela correspond en fait à ce qu'on appelle un boson de Nambu-Goldstone, les premiers qui l'ont trouvé. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des physiciens qui ne sont pas dans ce domaine-là, mais plutôt dans le modèle de la matière condensée, qui ont eu recours à ce boson, qui, dans les superconducteurs ou dans les fluides, les phonons, etc., ont exactement un spin zéro, donc c'est vraiment un champ scalaire, et de masse complètement nulle. Donc pour l'appliquer à notre problème, qui a une masse légèrement positive, non pas nulle, mais très très faible, on l'appelle pseudo-boson, puisque le vrai boson serait une masse complètement nulle. Donc on a une petite masse, mais qui ressemble beaucoup à ça, parce que le potentiel le sinusoïdal aurait des oscillations quantiques autour du minimum. Donc les contraintes observationnelles, s'il y a justement interaction de la quintessence avec les champs électromagnétiques, sont par exemple ce phénomène de biréfringence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le photon se déplace dans un champ, tout le vide est occupé par ce champ que l'on suppose, le champ de quintessence. À ce moment-là, dans sa trajectoire, le photon va avoir sa polarisation qui tourne. C'est-à-dire qu'on aura la polarisation droite et les verticales horizontales n'aura pas le même trajet, et donc on aura cette rotation. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'en effet, ça a été mesuré par WMAP, les satellites qui mesurent le fond micro-ondes cosmologique. Et puis aussi, ce n'est pas du tout la même dépendance en fréquence que l'on peut avoir lorsqu'on a cette rotation de la polarisation due à la traversée d'un photon par un plasma, par exemple. Si on traverse un plasma avec des particules chargées, alors là, une forte rotation qu'on appelle la rotation Faraday, et qui a une dépendance en fréquence, en nu au carré, qui est très bien connue. Et donc on peut faire la différence. Par exemple, Planck avait un grand nombre de fréquences et on peut faire la différence. Normalement, cette biréfringence ne devrait pas dépendre de la fréquence, ou alors avec une dépendance en fréquence très différente de l'effet du plasma. Donc cette limite a été donnée récemment par Planck 2015. Tout le trajet à partir de la dernière surface de diffusion, c'est-à-dire 400 millions après le Big Bang, la surface à partir de laquelle on reçoit le photon micro-ondes, la rotation ne serait inférieure à 2 degrés, ce qui est vraiment très peu. Donc ça nous donne une idée de l'interaction de cette quintessence supposée avec le champ électromagnétique, par exemple. Il y a aussi d'autres, pas seulement les photons micro-ondes, mais les astres qui sont à grand redshift, par exemple les radiogalaxies ou les sursauts gamma. On a détecté des sursauts gamma à des redshifts z égale 8, par exemple, qui sont des contraintes intéressantes. Récemment, dans ce papier, Galaberni et al. Font le point sur toutes les contraintes que l'on a sur cette biréfringence. Il y a le problème de la masse. Est-ce que la masse varie? Alors ça, c'est très intéressant. On pourrait peut-être échapper à cette contrainte en disant que toutes les masses seraient proportionnelles. Par exemple, si cette masse de champ scalaire, comme ce champ occuperait tout l'espace, on pourrait penser que la masse de Planck serait proportionnelle à ce champ, la masse du proton, la masse à l'unification des forces, là, quantum, chromodynamique quantique, etc. Donc si toutes les masses sont proportionnelles, on sait qu'on a dans un exposé précédent parlé de variation des constantes. À chaque fois, on mesure un rapport de la masse, par exemple masse du proton sur masse d'électron. On a pu montrer qu'au début de l'univers, on avait une contrainte de cette variation sur le rapport de 10-7, par exemple. Dans la galaxie, dans l'espace et dans le temps, elle ne varie pas beaucoup. Mais ce ne sont que des rapports. Donc si toutes ces masses sont proportionnelles, on ne pourrait pas le voir. Donc ce serait une contrainte un petit peu moins forte. Et puis dans les symétries que l'on peut supposer, puisqu'on peut
la forme du potentiel V de phi correspondrait à une transition de phase, on pourrait penser, enfin plusieurs hypothèses ont été étudiées, comme par exemple la transition d'un nombre de dimensions ou bien la dilatation, etc. Alors on va essayer de décrire par exemple un champ de quintessence qui a été étudié. Il y en a beaucoup, on va essayer d'en prendre un exemple. J'ai pris cet exemple car il est basé sur un couplage de cosmons et neutrinos. Et au moins les neutrinos sont connus, on sait qu'ils existent. Et évidemment là on va supposer qu'ils ont une masse variable, on n'en sait rien. Mais au moins on essaie de minimiser le nombre de degrés de liberté qu'on est obligé d'utiliser. Donc par exemple l'idée de ce couplage-là, qui est due à Mandola, Baldi et Wetterich dans les années 2000-2010, et de s'inspirer en fait de la transition rayonnement-matière dans l'univers, qui serait maintenant la transition matière-énergie noire. La décroissance des densités de rayonnement et de matière ont des décroissances différentes. Donc on peut penser qu'il y aurait une autre matière, donc quintessence avec neutrinos, qui varierait de façon différente, non pas à -3, mais à 1 moins epsilon, de manière à ce qu'on rattrape à un moment donné et il y ait une coïncidence quelque part, mettons il y a 5 milliards d'années, c'est-à-dire z égale 0,5, et on expliquerait au moins pourquoi cette énergie noire apparaîtrait maintenant. Et on pense que ensuite, avec ce couplage, il pourrait y avoir une tendance vers une constante. Il y a très souvent dans ces solutions, dans ces modèles supposés, on se sert ce qu'on appelle un attracteur ou un tracker en fait en anglais, qui est plutôt, c'est quelque chose qu'on se sert beaucoup dans le système dynamique, où quelles que soient les conditions initiales, la condition finale est la même. C'est ce qu'on appelle attracteur avec un point fixe. Ici, ce n'est pas tout à fait un point fixe, c'est un comportement de solution qui s'approche toujours du même comportement sans même point fixe. Donc on va appeler ça le tracker. Alors cette évolution de matière, énergie et énergie noire, là, ici, on peut déjà montrer comment varie temporellement le rayon caractéristique de l'univers. On sait que dans la période dominée par le rayonnement au tout début de l'univers, on va croître comme T1,5, la racine de T. Et puis, lorsque la matière domine, on est en T2 tiers. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand on combine la variation en fonction de A, du volume, de la matière et du temps ici, on voit que lorsqu'on est dominé par la matière décroît comme T-2. De même, lorsqu'on est dominé par le rayonnement décroît en T-2. Donc on a cette dépendance en T-2 qui est la même pour le rayonnement et pour la matière lorsqu'ils dominent. On va penser que peut-être l'énergie pourrait faire la même chose. Alors ici, les neutrinos, au départ, ils n'ont pratiquement pas de masse, ils sont ultra-relativistes, ils se comportent un peu comme les photons, et puis ensuite, ils acquéreraient de la masse par interaction avec la quintessence, le cosmon, et tendraient vers -1. Donc c'est ça l'hypothèse de ce modèle. Epsilon n'est pas forcément très petit, il peut être assez grand. Et le problème qu'on a là, c'est de savoir si les neutrinos, qui normalement ont une certaine pression positive, dans le modèle CDM, on sait très bien que ces neutrinos empêchent la formation des petites structures, car ils ont beaucoup de pression, et jusqu'à leur libre parcours moyen, ils empêchent la matière de se condenser. Donc on aimerait savoir si le couplage entre neutrinos et les cosmons, les fameuses particules de la quintessence, pourrait justement supprimer ce caractère où les neutrinos sont trop relativistes et empêchent de former les structures. Et c'est justement ce point auquel ce modèle s'attaque. Alors il faut dire que le cosmon, on l'avait déjà dit, a une masse pratiquement négligeable ici. Il est aussi égal à la constante de Hubble. On va voir s'il croît avec la constante de Hubble ou non. Alors pourquoi les neutrinos? En fait, les neutrinos n'ont pas du tout le même couplage que les autres. Les neutrinos, d'abord, ils ne sont pas chargés, donc ils n'interagissent pratiquement pas avec l'électromagnétisme, mais seulement avec la force faible. On sait qu'un neutrino traverse la Terre sans problème. Par contre, on pourrait avoir un couplage neutrino-cosmon. On n'en sait rien, puisque le neutrino, on connaît mal, mais ce qui serait intéressant ici, c'est qu'on n'aurait pas de contraintes dans le système solaire avec une cinquième force. Par exemple, on pense que le cosmon et les baryons, les forces électromagnétiques ne vont pas interagir. Par contre, avec les neutrinos, ce serait possible. Alors, ces neutrinos, on sait qu'ils ont une petite masse.
parce qu'ils sont trois et on a vu qu'ils oscillaient entre les trois formes, électronique, muonique et théonique. Mais ils n'acquièrent pas de la masse avec le même principe que les autres fermions. Comme ils n'interagissent pas avec le champ de Higgs, on pense qu'il y a un mécanisme de bascule, en fait, de cisaillement, et on va voir comment ils acquièrent cette masse. En fait, on connaît très peu de choses sur la masse des neutrinos. On a juste détecté qu'il y avait d'oscillations entre les trois neutrinos et que ça ne pouvait se faire que s'ils avaient une petite masse. Déjà, il y avait le problème des neutrinos solaires, où on détectait que les neutrinos électroniques et on a détecté 3 fois moins, en fait, simplement parce que les 2 tiers du temps, ils étaient sous notre forme. Et vous savez que par les observatoires de neutrinos au sol, comme Kamiokande ou aux États-Unis, en 2015, le prix Nobel a été justement attribué pour la détection de ces oscillations de neutrinos, donc la preuve que ces neutrinos ont une petite masse. Alors, laquelle ils ont, on n'en sait rien, puisqu'on a les oscillations de neutrinos vous donnent la différence de masse entre les neutrinos, qui sont de l'ordre de l'électron-volt, donc bien plus petits que les leptons. Mais on ne sait pas si ces 3 neutrinos ont une hiérarchie, c'est-à-dire qu'on a des masses qui s'échelonnent avec une petite ou une grosse, comme l'électron, le muon, le tau. On ne sait pas si la hiérarchie est inversée, on ne sait pas si c'est dégénéré. En fait, on n'en sait pas pratiquement rien sur la masse. Et on ne sait pas non plus si le neutrino est égal à sa propre antiparticule, l'antineutrino. Dans les théories un petit peu étendues par rapport au modèle standard, c'est plutôt ce qui est favorisé. On dit à ce moment-là que c'est le modèle de Majorana, mais on n'en sait rien. Donc ça ne peut pas être non plus la gravité dans ce cas-là. Alors à quoi est due cette masse, il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse de type 1, c'est un petit peu cet effet de bascule que je décrivais. Pourquoi ? On suppose qu'il existe des neutrinos stériles de chiralité droite. En fait, tous les neutrinos qu'on connaît, électrons, muons, tau, sont de chiralité gauche. On dit right-handed, si vous voulez, RH ou LH. Pourquoi pas avoir les symétriques droites, et ils pourraient être. Alors, pourquoi ils sont stériles ? C'est parce qu'on ne les détecte pas, donc ils n'ont pas d'interaction avec l'interaction faible, comme les neutrinos qu'on détecte. Et on a cet effet de bascule, c'est-à-dire que dans ce cas-là, leur masse serait déterminée par une matrice de 2, et lorsque les valeurs propres de cette matrice, le produit serait une constante. Donc, par exemple, grande masse, petite masse, une constante. Donc, plus le neutrino est léger, plus le neutrino stérile est lourd, si vous voulez, et ainsi de suite. Donc, on a ce phénomène de cisaillement qu'on appelle ciseau et qui est en fait un phénomène de bascule. Alors, une deuxième hypothèse, il y a peut-être une troisième et une quatrième, mais j'en dirai pas plus, c'est surtout celle-ci qui est privilégiée, serait de penser à un triplet de Higgs. Qu'est-ce que c'est ce triplet ? En fait, c'est une extension encore du modèle standard. Pour l'instant, on n'a qu'un seul Higgs qui a été détecté, et donc j'en parlerai pas, mais il y a peut-être une troisième hypothèse, etc. Donc je parlerai que de la première. Donc on va supposer qu'on a des neutrinos massifs. Alors pourquoi dans ce modèle-là de Cosmon neutrinos, on s'intéresse beaucoup aux neutrinos ? D'abord parce que leur masse est extrêmement faible, donc c'est un petit peu les ordres de grandeur de l'énergie noire qu'il nous faut. Et puis aussi, il y a cet instant, ce déclic cosmologique qui fait que le neutrino devient non relativiste très tard dans l'histoire de l'univers. S'il avait une masse telle que de l'ordre de l'électron-volt, ça arriverait vers z égale 300, donc après tout ce qu'on sait de la dernière surface de diffusion, etc. Et si la masse croît, et dans ce modèle-là, la masse du neutrino pourrait croître, à ce moment-là, on pourrait arriver juste à un redshift qui s'approcherait, peut-être z égale 10 ou 5, qui s'approcherait de l'instant actuel, et donc expliquerait pourquoi ça arrive maintenant. Donc voici le modèle qu'avait proposé Amendola et al., où on voit qu'en effet, l'énergie noire arrive juste maintenant, et surtout, la masse des neutrinos croît. Alors vous voyez que le couplage entre le cosmon, la quintessence, et puis les neutrinos a un comportement un petit peu oscillant, ce qui est assez intéressant car en général tous les modèles de quintessence s'approchent beaucoup du modèle standard, lambda CDM, et on n'a pas vraiment de bras de levier pour essayer de distinguer entre les modèles. S'il y a vraiment une oscillation comme ça, ce serait peut-être facile de détecter avec les instruments futurs que l'on a pour détecter l'énergie noire, et on pourrait peut-être tester, éliminer le modèle plus facilement ou bien montrer qu'il est vrai, mais au moins d'avoir quelque chose qui
se départit du modèle standard est quand même toujours bien apprécié. Alors voici par exemple l'évolution du modèle ici. En fonction donc de l'expansion de rayons de l'univers ici, vous voyez qu'on a d'abord le rayonnement qui domine, la matière noire et puis l'énergie noire et les neutrinos juste à un moment où il faut, avec une masse quand même de neutrinos qui aujourd'hui est assez forte, 2,3 électronvolts. Ici c'est la même chose mais en Z, donc le temps varie dans ce sens. Et on voit un zoom sur la dernière partie où on voit l'énergie noire et les neutrinos. Et ici la masse et la densité, vous voyez un peu le caractère oscillant, et finalement le W qui en effet commence par 0 et puis arrive à moins 1 aujourd'hui. Donc tout à fait compatible avec ce qui est observé. On observe moins 1 mais avec une barre d'erreur qui peut aller jusqu'à moins 0,7. Donc ce comportement est encore compatible avec les données aujourd'hui. Et on a bien cette dépendance de la densité en T-2, que ce soit ici dominé par la matière, et ensuite un changement de pente qui permet d'expliquer pourquoi on tend vers une constante à T pratiquement égale à 0. Alors, des simulations numériques ont été faites dans ce modèle. On voit ici un redshift de 1,3, 1,8, 1. La simulation avec CDM et puis ce que donnent les neutrinos. Le bleu, orange et rouge, c'est une vitesse croissante de la dispersion des neutrinos ici. On voit que ici c'est une petite échelle 10 mégaparsec. C'est seulement les neutrinos froids qui s'effondrent et qui suivent le CDM ici. Par contre, à plus grande échelle, ici vous avez 40 mégaparsecs, il y a des couches de neutrinos un petit peu plus dispersées et les contrastes des densités est moindre. Mais on voit que le principal reproche qui pouvait être fait que les neutrinos ne pourraient pas s'effondrer, une fois qu'ils sont couplés avec la quintessence, du moins dans ce modèle, cela a l'air de former des structures. Une autre simulation, d'ailleurs, Ayeta et al., ont aussi montré que ce couplage cosmon-neutrino pouvait donner des grumeaux. On voit ces structures ici qui se comportent un petit peu comme le modèle standard de CDM. Un autre fait dans ce modèle, en fonction du temps, est que le phénomène de back-réaction, dont on a décrit un petit peu les principes la semaine dernière, c'est-à-dire lorsque le contraste des inhomogénéités est très très fort, on devient très non linéaire, à ce moment-là, cette gravité réagit sur la métrique, sur l'équation d'Einstein ici, et on a quelque chose qui, lorsqu'on a un grand contraste, alors ici au début, le contraste est faible, on n'a aucune différence, et vous voyez qu'entre l'hypothèse homogène en vert et puis l'hypothèse réelle, le calcul, on a de grandes différences, donc on a vraiment une forte réaction, back-réaction à bas redshift. Et on voit ici aussi la pression en fonction de l'échelle. Pour les neutrinos tout seuls, on a une pression positive, c'est ce qu'on disait, des particules relativistes au début de l'univers. Pour la quintessence toute seule, une pression négative, et le couplage entre les deux donne une pression qui tend vers 0. Alors ceci reste ouvert, on verra si les instruments futurs essaient de discriminer entre ces modèles. Il y a certains modèles, enfin un grand nombre de modèles qui ont le nom de caméléon. On va voir pourquoi. C'est un petit peu comme cet animal qui, comme vous le savez, se camoufle, a le don de se camoufler lorsqu'il est sur un arbre avec des feuilles vertes, il devient vert, lorsqu'il est sur la neige, il devient blanc, etc. Et donc c'est ce caractère de camouflage qu'on imite, du moins avec cette masse effective du champ scalaire qu'on va rajouter. Alors, lorsque on est en densité forte, l'environnement a une densité forte, la masse effective croît. C'est-à-dire, comme vous le savez, la portée de la force qui correspond à un champ de masse donné est inversement proportionnelle à cette masse. Par exemple, le photon a une masse nulle et sa portée est infinie. La portée du champ électromagnétique, des forces électromagnétiques est infinie. Ici, lorsqu'on a une masse plus grande, la portée de la force correspondante serait très petite, et par exemple 1 mm, ce qui permettrait de dire que ce n'est pas détectable, par exemple en laboratoire, lorsqu'on recherche la force de Casimir ou une 5e force, on ne l'aurait pas détectée. Donc c'est ça qui permet, dans les grandes densités, de camoufler la présence de ce caméléon. À grande échelle, par contre, la masse serait beaucoup plus petite et donc la portée de la force plus grande. Donc voici par exemple la mise en équation de ce terme-là qui ressort du terme standard.
On peut le quantifier par un petit alpha et retrouver ce terme alpha dans la force de gravité, par exemple. On a déjà vu dans les expériences de laboratoire qu'on quantifiait un petit peu l'écart à la normale avec cet alpha et un potentiel de Yukawa qui est toujours la paramétrisation standard. Alors, ça, c'est le calcul de Khoury et Velman, qui montre qu'en effet, à basse densité, on a un couplage entre le champ tout seul et puis la densité. On voit que le champ V est proportionnel, enfin c'est linéaire ici dans la densité et dans le champ phi. Et à haute densité, on a quelque chose qui est tout à fait différent. Donc ce caméléon se camoufle dans les zones de très forte densité. Donc lorsqu'on peut calculer, par exemple en symétrie sphérique, on a un champ de densité très forte, la force est complètement nulle au centre et la seule chose qui compte finalement c'est une coquille externe puisque la densité décroît en fonction du rayon. Donc c'est uniquement dans les parties externes qu'on pourra avoir quelque chose de sensible. Donc ce calcul est faisable, a été fait par Khoury et Velman, ils ont calculé le potentiel minimum, maximum, etc. de manière à avoir justement l'ordre de grandeur et avoir une contrainte par les calculs qu'on a déjà fait en laboratoire. Alors, ce calcul-là donne delta RC sur RC, c'est ce qui rentre dans, par exemple, la constante de gravitation effective par rapport à la constante de gravitation normale. Et on a ce petit terme-là qui est quantifié dans les expériences de force Casimir ou autre, force de gravité à petite échelle. Et on voit que dans le système solaire, on a un ordre de grandeur de 10-5 dans la limite supérieure. Donc pour ce champ de caméléon, c'est tout à fait satisfait dans certaines régions du champ proposé. Alors c'est intéressant parce qu'il est possible d'essayer de détecter justement ces caméléons. Il y avait déjà des expériences comme GAMV ici au Fermilab qui avaient été montées non pas pour les caméléons mais pour autre chose, pour les actions qui sont des petites particules de masse qui peuvent être très très faibles et qui était inventé pour expliquer la violation d'une certaine symétrie de conjugaison et parité. Et donc, on peut se servir d'exactement la même expérience pour essayer de détecter ces caméléons. Donc, le principe, c'est le suivant. On a des lasers qui pulsent. Donc, on a un petit moment où le laser émet, puis ensuite, il n'émet plus, puis il réémet ensuite. Et lorsque le laser passe à travers les parois ici, il peut traverser. Lorsqu'il crée un caméléon, le caméléon est piégé, il est trop massif pour passer par effet tunnel, donc il est piégé ici. Et il va faire plusieurs réflexions. Et lorsque vous n'avez plus de laser, donc un moment interpulse, si vous voulez, le caméléon pourrait se désintégrer en un photon. Donc si vous détectez un photon à l'interpulse, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Normalement, s'il n'y a pas de caméléon, vous ne devez pas trouver de lumière de l'autre côté entre deux pulses laser. Donc si on détecte un pulse, c'est qu'il y a quelque chose, et évidemment, on n'a encore rien détecté pour l'instant. Il y a aussi une expérience qui a été faite par Bourrage et al. En 2015 basée sur l'interférence atomique. C'est assez puissant. C'est une petite chambre à vide circulaire, petite, 10 cm de diamètre ici, et un laser. Alors pourquoi on met du vide ? On a vu que le caméléon se camoufle à haute densité, donc il faut avoir un vide très poussé, de manière à faire une faible densité, avoir une force, une portée qui est plus grande que dans les endroits denses. Donc il faut déjà avoir un vide poussé, il faut avoir un laser qui et puis des atomes de césium. Alors ici c'est une vue d'artiste, la vraie expérience est ici, on voit la petite boule, etc. Donc ici les points bleus sont des atomes de césium, ils ne sont pas assez denses pour perturber le caméléon, on peut dire que c'est le vide. Et ces atomes-là, perturbés par le laser, vont interférer entre eux. Donc on va piéger un peu ces atomes et essayer de les rendre sensibles au champ. Alors le champ va être le champ de gravité ou le champ des caméléons, etc. Donc c'est ça qu'on va essayer de détecter, la force des caméléons. Pour l'instant, il n'y a aucune détection, mais ça a déjà commencé à éliminer des paramètres. Par exemple, dans ce champ de caméléon, il y a deux paramètres. Il y a la force de cette masse, ici, lambda, force du champ, et puis aussi le couplage avec le champ électromagnétique, avec les atomes, etc. Donc on a deux paramètres ici, m et lambda, et vous voyez que tout ça a déjà été éliminé. On a pu mesurer jusqu'à la quantité de
la force de gravité de G, la pesanteur terrestre, pour les atomes de césium, ce qui est déjà une performance. Et bientôt, on pourra avoir 10 fois moins, donc peut-être éliminer toute cette région. Donc, c'est quand même très intéressant de voir qu'il est possible de donner des contraintes sur ces champs scalaires supposés. Bon, évidemment, on peut faire des simulations aussi. Ici, vous avez une simulation d'un caméléon où on voit ce caméléon se agglomérer dans les pas de densité. Ici, il n'y a pas de caméléon, etc. Donc, on peut essayer de... Alors, il y a aussi pas mal de galiléons. Je passe, il y a beaucoup d'imagination. Ici, c'est un champ scalaire qui avait été demandé par Gun et al., par exemple, et qui bénéficie un petit peu de camouflage, un peu comme le caméléon, mais il s'agit d'un écrantage de Weinstein. Alors, ce mécanisme est très employé à beaucoup d'égards. Il a été inventé par Weinstein dans les années 70. Surtout, il s'agissait à l'époque de gravité modifiée, de champs scalaires pour modifier la gravité, même de gravité massive. Et il avait été détecté dans ces années 70 que lorsqu'on faisait un calcul de perturbation, donc un calcul un peu linéaire, avec un graviton massif, très peu massif, lorsqu'on refaisait tendre la masse de ce graviton vers zéro, on n'arrivait plus du tout aux mêmes équations. Il y avait une discontinuité, on n'arrivait pas à retrouver l'état initial non perturbé. Et Weinstein avait compris qu'il s'agissait d'un calcul qui n'avait pas été mené avec assez de termes, c'est-à-dire linéaire. Or, lorsqu'on se retrouve aujourd'hui, dans le système solaire, par exemple, c'est très non linéaire. Donc, il faut aller plus loin, il faut rajouter des termes. Donc, cet écrantage de Weinstein, c'est un petit peu comme le caméléon. Nous sommes dans un système très non linéaire et il faut aller plus loin si on veut vraiment être consistant, avoir une limite qui tend vers zéro sans discontinuité. Donc, cet écrantage de Weinstein veut dire que dans les champs forts et très non linéaires, vous êtes écranté de l'effet. Donc, ces théories galiléon, en fait, sont un peu à la marge entre les champs scalaires, la gravité modifiée et ce qu'on rajoute, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut aussi trouver ces théories dans des espaces à dimension supplémentaire, donc les théories des corps, et aussi des modes de Goldstone qui oscillent. On a vu que ce boson de Goldstone ici venait lorsqu'on avait des oscillations dans un champ quantique avec un petit minimum en forme de sinusoïde. Donc voici un petit peu le schéma que l'on retrouve à chaque fois qu'on a un champ V de phi qui n'a pas son minimum à phi égale 0, donc il y a son minimum à un autre endroit. Et ça correspond au mode de Goldstone car on a des oscillations autour de cette position d'équilibre avec des oscillations quantiques. Et il bénéficie de cet écrantage qui est très analogue à l'écrantage de Weinstein. Alors les galiléons, il y en a plusieurs types. On voit qu'il y en a certains qui sont déjà éliminés puisque vous avez leur comportement en W aujourd'hui, à z égale 0, c'est-à-dire dans le présent, et on voudrait aujourd'hui avoir quelque chose qui est proche de moins 1. On voit que en certains cas ça marche, d'autres pas du tout. Donc ça permet déjà d'éliminer une grande partie de cette théorie supposée. Alors on va essayer de trouver des schémas types. Il y a un prototype de quintessence, c'est celui-ci, c'est-à-dire un champ qui décroît très vite vers 0 avec une loi de puissance. Il faut aussi que l'énergie cinétique soit presque nulle, comme on avait vu. Et on distingue en fait dans ce mécanisme-là deux types de comportements. Alors, on en appelle un congélation et l'autre dégel. Ça vient simplement du fait que ici vous avez un comportement qui tend vers 0 et qui se gèle dans cette position-là, avec un W point qui est négatif. Donc, on part d'une certaine valeur non différente de moins 1. On arrive à moins 1 aujourd'hui, puisque c'est la valeur qu'on mesure. Et les autres, par contre, ont un comportement plus sinusoïdal, plus oscillant. Donc, c'est vraiment dégelé, c'est-à-dire qu'on part de moins 1 et on monte avec quelque chose qui est un petit peu au-dessus de moins 1. Donc, c'est un petit peu le cas de l'oscillation de Goldstone et du pseudo-boson de Goldstone. Donc, on distingue les deux par le signe de la dérivée, donc W croît ou décroît en fonction du temps. Voici un petit peu les deux modèles où on a l'espace W et la dérivée de W, et tous ceux qui sont en congélation avec négatif et ici positif. Donc on aimerait distinguer entre ces deux et avoir des instruments qui puissent
distinguer entre les deux. En fait, ils sont assez voisins. Alors ici, qu'est-ce qui gèle le mécanisme lorsque on est dans le terme de congélation? C'est surtout ce freinage. On avait parlé de cet oscillateur harmonique, et ce terme de freinage serait d'autant plus grand en relatif par rapport à B. Donc deux exemples typiques. Un dégel, on part de -1 et on arrive à certaines valeurs, donc en cosinus, et l'autre en loi de puissance, avec une solution qui a un comportement qui est à peu près celui d'un attracteur. Alors, certains modèles ont été classés, et on voit ici en bleu des modèles de congélation, en rouge certains modèles, il y en a une certaine quantité selon les hypothèses. Et l'intérêt de cette figure, c'est de montrer combien ils sont proches et combien ça va être difficile de distinguer. Alors, vous voyez que 1 plus W dans le cas des gels, c'est 4 pour 1000 par rapport à la valeur -1, et dans le cas de congélation, c'est 1%. Donc il faudrait avoir des expériences qui soient capables d'abord de distinguer ça de W égale -1 d'une constante cosmologique, donc déjà à 10-1 et peut-être à 10-3. Donc ça, on l'espère qu'avec les satellites d'Euclide et puis avec les télescopes qui vont fonctionner dans la dizaine d'années qui va suivre, on va pouvoir distinguer entre ces modèles pour savoir exactement quel type de quintessence nous avons. Alors il y a aussi K-essence qui est aussi pas mal développé. Alors le quintessence vient du fait qu'on a un 5e élément, comme vous le savez. Donc on a les baryons, là, on est sûr, la matière noire exotique comme 2e, les photons, les neutrinos, ça c'est 4 éléments, et le 5e. Et par analogie, ces modèles qui sont basés surtout sur le terme cinétique, donc kinétique en anglais, on les appelle K-essence. C'est toujours pour donner des noms à tous ces modèles-là. Alors ces modèles ont des comportements différents dans l'ère de rayonnement de matière et de la dernière période, et on a des solutions aussi d'attracteurs. Alors dans la période de rayonnement, ils suivent le rayonnement en fait, ils ne sont pas gelés, et ensuite ils ne se gèlent que lorsque on passe dans la densité. Donc je passe relativement vite ici. Le principe du tracker a été très développé par Zlatev et al. En 1999, et c'est le principe qui est développé ici en fonction du temps. Vous voyez que quelles que soient les conditions initiales le modèle de quintessence que vous imaginez, vous comparez aussi avec le modèle standard lambda CDM, on arrive pratiquement toujours au même comportement en fonction du temps de cette quintessence et de la densité d'énergie. Alors ça c'est pour la K-essence, mais pour la quintessence c'est un petit peu la même chose, mais on ne suit pas à partir du début. Vous voyez un petit peu l'indépendance par rapport aux conditions initiales. Ici on a le modèle standard et on a toujours la quintessence qui arrive à regagner la matière au dernier moment. Donc je passe parce que là on va assez vite, donc plusieurs modèles de K-essence, donc je n'ai pas le temps de rentrer dans tous ces détails. Et puis certains sont déjà éliminés. Par exemple, ce modèle de congélation, il tend vers -1, c'est vrai, mais quand on regarde bien, il tend vers -1 plutôt dans le futur. Aujourd'hui, on est ici et on est relativement au-dessus de -1. Donc certains modèles, par les observations ici c'est Planck avec les BAO, le cisaillement des lentilles gravitationnelles, etc. On commence à arriver, ça donne un petit peu les barres d'erreur qu'on a aujourd'hui, et on pense qu'on va les diminuer de plus d'un facteur 10 ici. On commence à éliminer entre ces diverses catégories de modèles. C'est ça qui devient un petit peu intéressant. Je vais parler aussi rapidement de ce gaz de Chaplygin. L'intérêt de ce gaz, qui a été inventé par M. Chaplygin en 1904, c'est d'avoir une pression donc négative avec une constante A, mais surtout, on l'appelle aussi quintessence, c'est-à-dire que d'avoir un modèle couplé entre matière noire et énergie noire, c'est-à-dire tout le secteur noir dans un seul élément. Lorsque, dans le passé, la densité est très très grande, vous voyez une pression nulle, donc c'est là que ça pourrait représenter la matière noire. Et aujourd'hui, l'énergie noire commencera à dominer, car ρ est petit et P est très négatif. D'où ce nom quintessence ici, on n'aurait plus que 4 éléments si vous voulez. Donc il y a ce gaz en A sur ρ, mais généralisé avec un exposant alpha. OK. Donc la paramétrisation de ce gaz, je passe aussi les détails, c'est de manière à retirer de ces constantes A et B un petit terme alpha
qui va être disons un facteur qui intervient dans la vitesse du son de ces perturbations. En fait, pour avoir des structures, il faut que cette vitesse soit relativement petite et il faut qu'alpha soit relativement petit, ce qui rapproche le gaz de Chaplygin du modèle standard. Et c'est ça c'est pour ça qu'il marche un petit peu. Ici, vous avez la loi de puissance des structures en fonction de leur taille. Les points de mesure sont en bleu et rouge, et vous voyez que pour alpha égale 0, 0,1 ou 0,2, vous retrouvez les observations. Et ce n'est pas une surprise, puisque alpha égale 0, c'est le modèle lambda CDM. Donc on arrive à quelque chose qui se rapproche beaucoup trop du modèle standard, et il faudrait un petit peu plus d'informations ici pour essayer de discriminer. D'autres valeurs de alpha sont proposées, donc ça marche à peu près. Si alpha est supérieur à 3, on arrive à des solutions justement superluminiques, et ce qui nous amène à ce modèle aussi appelé modèle tachyonique. Alors pourquoi? Parce que dans ce champ-là, on aurait une vitesse plus grande que la lumière, c'est-à-dire une masse négative ici. Alors est-ce que ce modèle est instable? C'est un modèle qui a été proposé par Sen en 2005. Alors l'intérêt ici, c'est qu'on a des comportements très 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 variables. On arrive avec ce modèle-là à expliquer une accélération de l'expansion aujourd'hui, mais par contre, on ne peut pas extrapoler comme on aurait tendance à le faire, mais dans le futur, on aurait une très grande décélération qu'on appelle le Big Break, si vous voulez. On voit que la variété de modèles est telle qu'une très grande variété de futur pour l'univers est quand même assez possible. Vous voyez par exemple le calcul de ces champs tachyoniques en fonction des paramètres. Le système passe par différentes phases, accélération, décélération, que vous pouvez regarder, il y a comme un attracteur aussi, et à la fin on termine par un freinage très très brusque. Donc ce qu'on avait pensé le Big Rip en extrapolant l'énergie noire. Alors ici, ce petit schéma a été fait en supposant qu'on pouvait vraiment extrapoler ce qu'on mesure aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir quelles sont les échelles de temps. En fait, l'énergie noire va dominer tout. La matière ne va plus être assez puissante pour maintenir les structures, si vous voulez. Et ce qu'on appelle Big Rip va arriver dans 22 milliards d'années. On est déjà 15 milliards d'années à partir du Big Bang, donc c'est quand même un certain temps. Mais vous voyez que même la Voie lactée, qui aujourd'hui est complètement liée gravitationnellement, pourrait se délier 60 millions d'années avant cette époque-là. Et puis le système solaire, la Terre, les atomes et tout le reste. Donc c'est un destin tout à fait noir qui se propage si vraiment on peut extrapoler jusqu'à la fin. Donc en conclusion, on pense qu'une constante cosmologique finalement fait l'économie de beaucoup de moyens. Finalement, c'est pas si c'est peut-être toujours possible, c'est peut-être pas complètement impossible. La valeur de l'énergie du vide, évidemment, est quand même 60 à 120 ordres de grandeur. Donc, on pense toujours qu'il vaut mieux se poser nul et penser qu'il s'agit d'un champ dynamique et non pas une constante. Mais l'avenir le dira, parce que les instruments vont être capables de mesurer l'écart à la constante cosmologique. Donc, on a vu qu'il y avait deux grands types de solutions. Soit un champ qui va tendre, qui va être gelé, qui va tendre vers -1, une congélation ici, ou alors un dégel qui part de -1 et qui va avoir une solution un tout petit peu plus variable, sinusoïdale, et qui va croître jusqu'à -0,7 aujourd'hui. Donc ce modèle-là correspond bien à cette mesure de symétrie. Donc on attend dans les dizaines d'années qui viennent ces instruments pour essayer de discriminer entre toutes ces théories. Je vous remercie.